Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la ville de Baie-Saint-Paul, encore une fois sur Zoom. Qu'est-ce que vous voulez? On continue de se conformer aux règles en lien avec notre qualification de zone rouge. Donc, on travaille dans le même sens encore, même si notre situation quand même s'est améliorée et on en est bien heureux. Mais on a encore un petit bout là, à continuer de maintenir là, de la meilleure façon possible là, les consignes. Je veux saluer avec nous les journalistes qu'on a ce soir, donc Mme Tremblay, M. Kidd. Et sans plus tarder, je vais demander tout de suite à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 8 février à compter de 19 h à huis clos par visioconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, en séance extraordinaire du 14 décembre, en B, séance ordinaire du 14 décembre 2020 et en C, séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Dans le règlement, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-01 pour le 1, 3 et 5 rue Morin. En 2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-02 pour le 10 rue Léo Cochon. En 3, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-03 pour le 590 chemin Saint-Laurent. En 4, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2021-04 pour le 265 chemin de la Pointe. En 5, adoption du règlement R 768-2021, modifiant l'article 2 et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement R 763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. En 6, adoption du règlement R 769-2021, décrétant un emprunt des dépenses n'excédant pas un montant de 1 300 000 pour le maintien des actifs et des travaux de mise aux normes au bâtiment de maison mère et remboursable sur une période de 20 ans. Résolution, administration et législation. 1, image de marque, nouvelle identité visuelle, guide et normes. 2, processus de dotation résultat. 3, investissement Charlevoix en tant que promoteur, contribution de la ville. En 4, résolution d'appui, demande d'aménagement d'une sortie sur la route 138, développement secteur Larouche. En 5, programme d'aide à la voirie locale, reddition de comptes. En 6, permis d'occupation du domaine public pour le 178-180 rue Saint-Jean-Baptiste. Sécurité publique, 7, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets. 8, habits de combat, achat, emprunt au fonds de roulement. Dans voirie, hygiène du milieu, 9, travaux de réparation du talus, Côte de Pérou, paiement. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 10, programme Rénovation Québec. En demande de bonification de l'enveloppe budgétaire. En B, autorisation de paiement de la subvention pour le 3 rue Fortin. 11, demande de permis en zone PIA pour le 265 chemin de la Pointe. Suivi des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, campagne, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, adhésion. 2, la virée nordique Charlevoix, contribution. 3, Québec Mégatrail, diverses autorisations et contributions. En 4, motion de félicitations, M. Réal Fortin. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier.
I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai Ghislain Boily, appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, en C1, donc l'adoption des procès-verbaux en A, c'est la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Les membres du Conseil en ont une copie, ont pu en prendre connaissance. M. Goudreau, vous en faites la proposition? Oui, appuyé de Gaston Duchesne. Maintenant, en B, la séance ordinaire du 14 décembre 2020. Est-ce que j'ai une proposition? Thérèse Lamy? Oui, appuyé de Luc Goudreau. Et maintenant, la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Est-ce que... Oui, Michael Pilote, appuyé de Ghislain Boily. Ça va maintenant, on passera au point D, règlement. En 1, le dépôt des commentaires reçus et adoption, s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2022-21,01 pour le 1, 3 et 5 rue Morin. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est en fait, c'est en 3 volets. C'est d'autoriser une marge de recul latérale de 1,28 m pour la maison et de 0,12 m pour l'entrée du sous-sol, alors que le minimum prescrit est de 1,50 m. Autoriser une marge de recul arrière de 0,94 m pour le garage privé, alors que le minimum prescrit est de 1 m. Et d'autoriser une superficie de 90,70 m carrés pour le garage privé, alors que le maximum prescrit est de 70 m. Ici, on parle de régulariser une situation dans le cadre d'une transaction immobilière et la recommandation du CCU est positive et je crois qu'on n'a pas eu de commentaires par rapport à cette demande-là, M. Bouchard. Aucun commentaire reçu. OK, donc je comprends que Mme Lamy fait la proposition d'adoption. La dérogation, c'est appuyé de Michael Pilote. Ça vous va? OK. Maintenant, la dérogation mineure D 2021-02 pour le 10 Léo Cochon, Chanel Léo Cochon. Donc, ici, on parle d'autoriser en cours avant une hauteur de clôture de 1,83 m, alors que le maximum prescrit est de 1,50 m à l'extérieur du périmètre urbain. Ici encore, on parle de régulariser une situation. La recommandation du CCU est positive. Et M. Bouchard, je pense que nous n'avons pas eu non plus de commentaires en lien avec ça. Aucun commentaire. Donc, j'ai une proposition de M. Michel Fizette, appuyée de Ghislain Boily. Ça va? Maintenant, la dérogation mineure D 2021-03 pour le 590 chemin Saint-Laurent. Donc, on parle ici d'autoriser pour une remise existante une marge de recul latérale de 1,50 m alors que le minimum prescrit est de 3 m et d'autoriser pour un garage et un hangar à bois annexé existant une marge de recul latérale de 1,68 m alors que le minimum prescrit est de 3 m. Ici, encore une fois, ici, c'est une opération cadastrale qui se fait à ce niveau-là. Et on vient encore une fois régulariser une situation. La recommandation également est positive. Et je pense, M. Bouchard, qu'on n'a pas eu de commentaire non plus. Aucun commentaire. Donc, c'est proposé par Thérèse Lamy. C'est appuyé de Michel Fizette. Maintenant, la demande de dérogation mineure. Une autre, c'est pour, donc, c'est la D 2021-04. Ici, on parle du 265 chemin de la Pointe. Et donc, ici, c'est de la nature de la demande. C'est d'autoriser une distance de 23,30 mètres entre la limite de l'emprise ferroviaire et la fondation
et la fondation du projet d'agrandissement de la résidence alors que le minimum prescrit est de 30 mètres. Donc, on parle ici, l'emplacement de l'agrandissement est en raison de l'empiètement existant du côté opposé de la résidence dans la bande de protection riveraine d'un cours d'eau. Et donc, comme on dit que ça portera, normalement, ça ne porterait pas préjudice à qui que ce soit dans ce secteur-là. Donc, la recommandation du CCU est positive ici. Puis je pense, M. Bouchard, on n'a pas eu de commentaire non plus. Aucun commentaire. Ça va. Donc, j'ai une proposition Gaston Duchesne appuyée de Michel Fizette. Voilà. Maintenant, on irait au point 5, qui est l'adoption du règlement R768-2021, modifiant l'article 2 et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement R763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Donc, l'idée ici, c'est en fait, ce règlement-là avait déjà fait l'objet d'une adoption, mais on est revenu avec un autre avis de motion pour des corrections, entre autres pour enlever certaines adresses au niveau des tableaux, là, parce qu'il y a d'annexer des tableaux avec les adresses des bâtiments à caractère patrimoniaux tels que caractérisés à l'époque. Et donc, il y aurait des bâtiments là, qui seraient enlevés au niveau de l'annexe 1 pour les tableaux 1, et il y en aurait également au niveau des bâtiments secondaires, au niveau de l'annexe 3. Donc, voilà, en gros, là, c'est les principaux changements, modifications, mais le règlement demeure exactement le même. Donc, Mme Lamy propose l'adoption du règlement. C'est appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, adoption du règlement R769-2021, décrétant un emprunt et des dépenses n'excédant pas un montant de 1 300 000 $ pour le maintien des actifs et des travaux de mise aux normes au bâtiment de maison-mère et remboursable sur une période de 20 ans. On en a déjà parlé passablement. Donc, c'est un règlement d'emprunt standard sur 20 ans, évidemment, mais l'objectif du règlement est suite au projet et vient appuyer la réalisation d'un projet important pour Maison-Mère, un projet qui a, on le sait, en lien avec l'hébergement de travailleurs et l'amélioration des conditions au niveau des chambres, au niveau des sanitaires et autres, et l'amélioration au niveau de l'aménagement général pour pouvoir accueillir des personnes qui sont pour différentes entreprises là, qui viendraient travailler à ce niveau-là. Et déjà, il y a des ententes là, qui sont négociées et presque conclues avec différents employeurs. Je pense au nombre de 8 employeurs différents qui attendent après, qui sont déjà là, mais il y en a d'autres qui attendent aussi après les améliorations. Et on sait que ces améliorations-là vont permettre rapidement, à moyen terme, de pouvoir réduire, améliorer la rentabilité de Maison-Mère et donc en même temps de réduire la participation de la Ville en argent là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars à partir tout de suite à partir de 2022. Donc, pour nous, c'est un dossier important, puis je pense qu'il vient là, permettre à Maison-Mère, assurer à Maison-Mère une certaine pérennité, puis faire que la Ville et que Maison-Mère devienne là, pour la Ville un fardeau beaucoup moins important. Donc, peut-être détailler un peu dans le règlement de 1,3 million, ce qu'on dit. Honoraires professionnels, 74 700. Les travaux de rénovation de la toiture pour 162 500. Les travaux de rénovation intérieure, cloison, revêtement de plancher, appareils sanitaires, 264 300. Et des travaux de mise aux normes, conformité, des séparations, coupe-feu et travaux connexes, donc pour 654 600. À ça, on ajoute une provision évidemment pour des imprévus. C'était plus ou moins 5 %, donc 57 800. Et évidemment, les taxes à 60 500 et des frais de financement pour 25 600, ce qui donne un montant d'1 300 000.
Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'en ai fait de la proposition, M. le maire. Vous en faites la proposition, M. Boudreau, c'est appuyé oui. Thérèse Lamy. Ça va pour tout le monde? Je voudrais simplement ajouter, comme tous nos... oui, M. Duchesne, vous vouliez ajouter? Votre micro, M. Duchesne. Je ne vous entends pas. Je veux juste rajouter, je devais intervenir en période d'intervention des membres du conseil, mais je vais le faire à ce moment-ci. Je veux inviter les concitoyennes et les concitoyens à faire en sorte que, oui, ils vont être appelés à aller signer le registre. Mais je confirme que la meilleure décision que le conseil prend ce soir est celle d'investir pour améliorer l'hébergement à Maisons-Mères et éviter que la ville dépense annuellement des sommes très importantes pour Maisons-Mères. Pour moi, votre taux de taxe est bien, est bon, mais le conseil fait en sorte de prendre une décision qui va éviter qu'on investisse annuellement des sommes encore plus importantes pour Maisons-Mères. Donc, je vous invite à regarder la situation de près et de vous conforter en disant, on a des élus qui prennent à soin le budget des contribuables et c'est une sage décision qu'on prend. Ce n'est pas facile, mais c'est une décision fort éclairée. Et je vais saluer le travail du conseil d'administration de Maisons-Mères parce qu'il est important dans ce dossier-là. C'est volumineux le nombre d'heures qui a été mis par ces personnes-là. On a 3 personnes de la ville, entre autres, mais je salue le travail. Et nous, comme conseil, on a reçu l'éclairage le maximum possible pour prendre la meilleure décision en fonction du développement de Maisons-Mères. Et je conclus là-dessus. Monsieur le maire. Merci, M. Duchesne. Oui, M. Boudreau. Je voulais un peu comme Gaston, je vais peut-être attendre la période d'intervention des conseillers, mais je pense que je veux saluer le travail de ce conseil-là. Ça n'a pas été facile, c'est une décision qui est difficile. Mais en ce qui me concerne, ne rien faire, c'était même pas une option. On ne pouvait même pas penser de regarder ça aller et dire bon, ben, on va dépenser pour éponger entre 350 et 400 000 $ à tous les ans pour éponger les déficits opérationnels. Le projet d'investissement proposé par la Ville ce soir de 1,3 million, pour moi, est la solution pour continuer le développement et assurer la pérennité de Maisons-Mères. Je pense que pour moi, là, c'est fondamental. Puis je remercie la confiance que le Conseil, c'est pas évident. Comme disait Gaston aussi tantôt, c'est des décisions qui ne sont pas faciles. Mais en bout de ligne, là, ça va aussi fournir au milieu d'affaires un outil indispensable et nécessaire au recrutement de la main-d'œuvre locale. Les investissements qui sont faits aussi, on a des besoins, on a des pénuries de main-d'œuvre en région, ici, et puis on n'a pas de place pour les accueillir. Là, on va mettre la table pour être capable de bâtir un pont entre des nouveaux arrivants et des arrivants qui vont décider de s'établir en permanence à Baie-Saint-Paul. Pour moi, là, c'est vraiment important. Je remercie le Conseil. Merci, M. Boudreau. Simplement ajouter, je vous remercie de vos commentaires. Effectivement, moi, évidemment, je les partage et c'est effectivement une étape importante qu'on va franchir. Mais simplement dire, vous en avez parlé, c'est un règlement d'emprunt, comme tous les règlements d'emprunt que la Ville fait. Bon, il y a des possibilités pour les gens de venir s'exprimer, de demander, demander d'avoir plus d'informations ou encore même de demander à ce que le Conseil même puisse aller en référendum, on le sait. Normalement, on parle entre 610 et 612 signatures. 610 et 620 signatures, ça va dépendre là, de certaines règles qu'on est en train de calculer, mais ça va être autour de ça si jamais il y a des signatures. Comme on est en période de pandémie, ce n'est pas le même modèle. Habituellement, vous savez, on désigne une journée où les gens peuvent venir à l'hôtel de ville signer. Évidemment, on ne peut pas y aller dans ce sens-là.
Donc, ce qui est prévu dans ces cas-là, c'est prévu par le gouvernement du Québec, c'est ce que le ministère nous demande de faire, c'est que, donc, ça va s'étendre sur 2 semaines. Les possibilités de signature vont s'étendre sur 2 semaines entre le 15 février et le 1er mars. Et donc, sur 2 semaines, et j'invite les gens à voir sur les différents sites web et pages Facebook de la Ville, où là, il va y avoir évidemment, ils vont pouvoir consulter le règlement. Puis si jamais ils veulent un formulaire pour pouvoir mettre leur signature là, en lien avec le règlement, ils pourront le faire et toute la mécanique va être expliquée à ce niveau-là. Et évidemment, ceux qui veulent avoir plus d'informations pourront communiquer là, au greffe à la Ville de Baie-Saint-Paul pour avoir des détails supplémentaires s'ils ont en avoir. Donc, en gros, là, c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura aussi, on l'a déjà dit, mais on va l'annoncer, le 10, donc mercredi soir, c'est 6h30, je pensais, M. Bouchard, 7h? 7h, M. le maire, c'est 7h. OK, c'est 7h, oui. Je ne sais pas pourquoi dans la tête, j'ai toujours 6h30, mais c'est Même après-midi. 7h, ça va être en direct, il va y avoir une séance d'information, parce qu'actuellement, puis tantôt, j'aimais bien le commentaire de M. Duchesne qui disait que il y en a que la décision que le Conseil prend, que la décision que la MRC a prise aussi il y a quelques semaines, n'est pas de n'importe quelle façon. Elle est basée sur un projet, un plan d'affaires qui nous a été présenté, qui a été travaillé par Maison Mère, qui est crédible et intéressant. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et là, lors de la séance d'information qui va être en direct à TVCO, et qui va être aussi sur Facebook. sur la page Facebook, donc sur le site Facebook également, je pense de la Ville, hein, c'est ça? Oui. C'est le site Facebook. Oui, exactement, M. le maire. Ils vont pouvoir venir et il y aura une présentation là, à la fois du règlement d'emprunt qu'on adopte aujourd'hui, mais on en a dit pas mal, mais on va le représenter là. Et également, il y aura une présentation du projet de Maison Mère qui nous a été présenté au Conseil, qui a été présenté également à la MRC, puis à d'autres partenaires. Il y aura une présentation de ça. Puis il y aura également une période où les gens pourront en direct, on a déjà eu des questions d'avance, mais ils pourront en direct aussi poser des questions ou faire valoir, faire des commentaires. Donc, on vous invite à surveiller ça. D'où votre 19h30, c'est à partir de cette heure-là que les gens vont pouvoir poser des questions. Oui, mais s'ils veulent poser des questions, ils ont dit qu'ils nous écoutent à 19h quand même. Là. Puis, oui, j'écoute à 19h, mais c'est à partir de 19h. Non, mais c'est à 19h la rencontre. On va présenter les choses à 19h. Exact. Il y a une période de questions là-dessus, mais évidemment qu'il va commencer un peu plus tard. Là. Mais je le rappelle, donc, voilà. C'est en gros, là, c'est de cette façon-là que ça va se passer. Voilà, merci. On va passer maintenant au point suivant qui est, on est dans l'administration au niveau des résolutions, l'administration et législation. Donc, en 1, l'image de marque, nouvelle identité visuelle, guide et normes. Donc, vous savez, on a adopté en décembre notre nouvelle image de marque Baie-Saint-Paul, que vous avez pu voir un peu partout, qui commence à circuler et qui va circuler de plus en plus, qui va être de plus en plus présente. Et donc, pour le faire, bien, on doit modifier l'ensemble de nos présentations un peu partout. Et c'est ce qu'on vient faire ce soir, c'est adopter tous les guides, les normes et tout ce que vous voulez pour pouvoir intégrer là, notre nouvelle image de marque un peu partout là, au niveau des différents outils de la Ville, les outils de promotion, les outils de présentation aussi à tous les niveaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter d'abord, M. Bouchard? Bon, en fait, ça peut être un point différent avec une autre résolution. M. le maire, il y avait dans le même ordre d'idée, il y avait l'embauche de la nouvelle ressource là, comme agent de communication qui va venir en support au département de communication pour le déploiement de la marque, mais aussi pour venir animer tout ce qui concerne plateforme numérique, que ce soit le web, que ce soit Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Là. Alors, c'était le résultat, en fait,
nous mène à l'embauche pour un contrat d'1 an de Florine Maréchal. Alors, c'est ce qu'on Je comprends que c'est en suivi, puis c'est dans le cadre de toute cette nouvelle dynamique-là, Oui. mais moi, je vais adopter d'abord le guide des shows, puis après, on va adopter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose toute la démarche? Gaston Duchesne? Luc Goudreau appuie? Oui, je l'appuie. OK, ça va. Maintenant, au point 2, bon, celui que, donc, M. Bouchard peut-être rappelé, là, la personne qu'on a retenue pour pouvoir seconder Mme Lucien Tremblay Communication, puis aider à mettre en place là, toute cette nouvelle dynamique au niveau des communications de la ville, puis au niveau de l'image de marque. Alors, c'est à compter du 15 février qu'elle entrera en poste là, pour une période d'1 an. Et puis, son nom, je le rappelle, Florine Maréchal. Alors, on est bien heureux de son arrivée. Là. Et puis, voilà que probablement que les gens vont voir la manifestation de son travail par les productions qu'on va faire dans les prochains jours. Ça va, merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour entériner cette... Oui, Mme Lamy s'est appuyée. Oui, Gaston Duchesne. Ça va? Et Madame est ici avec nous pour un contrat, je pense, hein, M. Bouchard? C'est ce que je voulais ajouter, M. Fortin. Oui. C'est que c'est un emploi contractuel pour débuter pour 1 an. Voilà, c'est ça, M. Bouchard, c'est correct, tout est dit. Bon, voilà. Donc. Dit et redit. OK, c'est beau. Donc, maintenant, investissement Charlevoix, entente promoteur, contribution de la ville. M. Bouchard, peut-être nous faire un petit. Oui. En fait, donc, c'est dans le cadre d'une entente qu'on avait avec les promoteurs qui ont développé une rue, le nom. Comment, Émilien? La rue Morin. La rue Morin. Alors, la rue Ernest Morin. Alfred Morin. Alfred Morin. Alfred Ernest, Alfred. Oui, mais c'est pas, en tout cas, OK. Alors. Le long de la rue de l'hôpital. Oui, c'est ça. Mais ils ont construit une rue le long de cette rue-là. C'est ce nom-là que je cherchais. Là. Le petit bout de rue, là? Oui, c'est ça, le nom de la petite rue, mais en tout cas, peu importe. Peu importe. On avait une entente promoteur et ce dernier s'est qualifié pour le débourser du 24 donc, il y aura 1 versé au fonds d'abordabilité et un 24 des coûts totaux là, qui représentent une somme de... Je n'ai pas le mémoire. Le total, c'est 141 039 et 13. Exactement. Qu'on va aller puiser dans des règlements d'emprunt, des règlements de parapluie qu'on a déjà d'adopter. Alors, on va pouvoir couvrir la totalité de notre engagement par rapport à ça. Il faut dire qu'il y a une vérification de l'ensemble des documents, des facturations qui ont été faites par notre service de trésorerie. Alors, ça leur apparaît tout à fait conforme et on vous recommande d'assumer notre part. Oui, puis c'est en lien avec le promoteur là, des appartements. Je pense que c'est la Belle Étoile qu'ils appellent la Belle Étoile. La Bonne Étoile. La Bonne Étoile, excusez-moi. Merci. Donc, c'est les promoteurs de la Bonne Étoile. Donc, les mêmes promoteurs. Les mêmes promoteurs. Donc, Monsieur le maire, si vous permettez, la question, c'est qu'on dit le long de la rue. Est-ce que c'est la rue qu'on avait nommée, là, ou non? C'est Saint-Aubin. Saint-Aubin. Madame, c'est la rue qui mène à plus où est la garderie, là, où sont la garderie. Puis, OK. OK, donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour qu'on puisse débourser dans le cadre de cette entente promoteur-là? Donc, M. Pilote est appuyé. Est-ce que c'est appuyé quelque part? Je l'ai appuyé, M. le maire. Oui, Gaston Duchesne. C'est bon. Merci. Qui appuie paye? Maintenant, résolution d'appui, demande d'aménagement d'une sortie sur la route 138, développement secteur Larouche. Bon, on sait tout ce développement-là qu'on appelle le secteur Larouche, effectivement, donc qui couvre tout le secteur qui est entre la route 138 et le chemin de l'Équerre et qui est sur l'ancienne terre effectivement, monsieur, à l'époque de M. Larouche. Donc, a été acquise à l'automne par un promoteur de Baie-Saint-Paul, M. Yves Simard.
qui a des projets importants dans ce secteur-là, des projets qui sont de type commerciaux, puis aussi des projets de type commercial et de type résidentiel également, et qui a d'autres possibilités aussi, qui a rencontré la ville, nous, avec lequel on travaille actuellement sur un plan d'aménagement d'ensemble de ce secteur-là. Et une des demandes de M. Simard, puis qui est assez urgente, là, dans le sens où M. Simard, comme il y a un secteur commercial sur le long de la route 138 dans ce secteur-là, il demande au ministère de pouvoir qu'il y ait une rue qui puisse être adjacente au boulevard Monseigneur de Laval. Et nous, la Ville, ce qu'on vient faire ici ce soir, c'est d'appuyer la démarche de M. Simard et de demander au ministère de lui permettre là, de pouvoir déboucher une rue à ce niveau-là, étant donné les développements futurs qui s'en viennent dans le secteur. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Fizette. C'est appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde là-dessus? OK. Juste un petit Monsieur commentaire. Duchesne, vous voulez ajouter? Oui. Juste un petit commentaire. Oui. La route numérotée appartient au ministère des Transports du Québec. Et moi, je trouve très raisonnable qu'on appuie la demande de l'investisseur en question. Et ça nous permettra peut-être un jour, parce qu'on le demande depuis plusieurs années, de faire en sorte qu'on diminue la limite de vitesse sur cette artère de 70 à 50, comme dans les autres localités de Charlevoix. Ça fait 4 ou 5 reprises qu'on essaie de la faire diminuer. Mais là, avec la demande qu'on fait, ça permettra peut-être au MTQ d'avoir une analyse plus approfondie de notre demande. Voilà, mais oui, effectivement, on verra ce que le ministère la réaction du ministère. Mais c'est évident que nous aussi, un des aspects importants pour nous, bien sûr, il y a la question de la sécurité. Dans ce secteur-là, ça pourra amener toutes sortes de discussions également. Mais on ne se cachera pas que le développement prévu dans ce secteur-là est aussi important pour nous, qu'il se fasse de la meilleure façon possible. Mais pour nous, le potentiel qui est là-bas, le potentiel de développement de ce secteur-là, je pense, pour venir consolider, entre autres, toute la question de l'offre commerciale à Baie-Saint-Paul et également de l'offre résidentielle également. On sait que dans ce secteur-là, puis même un peu d'offres en industriel très léger, là, il y a du potentiel aussi. On pense qu'il y a du potentiel dans ce secteur-là. Et donc, déjà, on le sait qu'il y a des discussions pour des projets qui peuvent être intéressants. Donc, pour nous, là, il est important que, vous savez, la question d'une sortie de rue, oui, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect fluidité, mais il y a l'aspect également, dans certains cas, le ministère des Transports peut contribuer au développement économique aussi. Hein? Et c'est une manière de le faire. La meilleure façon possible, bien sûr, là, mais c'est ce qui fait qu'on appuie la demande de M. Simard à ce niveau-là. Ça va? Maintenant, programme d'aide à voirie locale, reddition de comptes. Donc, on a eu, vous savez, on a 50, nous, à chaque année, on a à peu près 51 000 là. Et on a un projet, nous, on avait eu une subvention de 20 000 à mettre en voirie locale. Et là, on a un projet, là, on parle de la rue du Suroît, là, un montant de 51 000. En fait, on fait la reddition de compte sur ce qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est pour approuver là, tel que nous est présenté le projet. Donc, oui, Michael Pilote propose d'appuyer de Thérèse Lamy. Maintenant, permis d'occupation du domaine public pour le 178-180 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, au 178-180 Saint-Jean-Baptiste, il y a eu une transaction. Et évidemment, les transactions amènent parfois des régularisations de titres. Et là, on est dans une situation où on a une maison qui est assez près, assez près de la rue. La marge de recul, on ne parle même pas de marge de recul. Il n'y en a plus. Il y a même un empiètement à ce niveau-là, mais un empiètement qui est là depuis des années et qui fait même le charme du secteur. Donc, on viendrait ici, nous,
permettre en fait à ces gens-là de pouvoir, en fait, il y a un empiètement au niveau de certains éléments de la bâtisse, là, au niveau du trottoir puis donc de l'emprise de la ville, donc sur la rue. Puis nous, on viendrait régulariser la situation. Puis donc donner on viendrait donner ce permis d'occupation-là là-dessus. Donc, j'ai Michael Pilote qui est favorable, Justine Boily appuie. Ça va pour tout le monde là-dessus? Entente de partenariat relative à la fourniture des services de cadets. Donc, comme les 2 années dernières, finalement, après discussion avec la direction locale et régionale de la Sûreté du Québec, la ville de Baie-Saint-Paul irait encore cette année pour pouvoir profiter du service des cadets de la Sûreté du Québec. Ce serait au cours de l'été, là, les dates. Je vais essayer d'aller voir les dates. Ce serait entre le 1er mai et le 30 septembre. À l'intérieur de ces dates-là, entre le 1er et le 30 septembre, évidemment, comme d'habitude, les cadets feraient les activités qui font en lien avec la sûreté. Mais cette année, ce qu'on a demandé, c'est d'être peut-être plus présent de la part de la ville là, par rapport à certaines activités que pourraient faire les cadets là, sur l'ensemble du territoire. Il y aura aussi là-dedans, il y a des mesures qui font que parfois, il y aura peut-être des demandes de certaines municipalités, puis nous, on est prêts là, à ce moment-là à faire que les cadets puissent aller à certains niveaux là-dessus. Monsieur Pilote, c'est pour la proposer ou un commentaire? Bon, je peux le proposer également, mais c'est surtout un petit commentaire là, pour mentionner que ces gens qui sont embauchés là, comme cadets policiers, ce n'est pas des policiers, c'est des étudiants en technique policière qui n'ont pas le statut d'agent de la paix, mais cependant, c'est des représentants de la Sûreté du Québec qui sont là pour aussi là, appuyer les policiers là, dans leur rôle et fonction. Et ces derniers là, sont quand même les yeux des policiers, si on peut dire, et sont là aussi là, pour apporter là, une présence sur le territoire. Et de par le rapport qui nous est fait là, des instances de la Sûreté du Québec, ces gens-là travaillent là, à assurer aussi la surveillance sur le territoire et à rendre des comptes aux policiers patrouilleurs. Donc, je pense que c'est quand même là, un bon programme là, pour le territoire. Et oui, j'en fais la proposition. Oui, OK, Michael. Puis là, tu t'es appuyé de Luc Goudreau. Ça va pour tout le monde? Maintenant, on irait maintenant au point suivant qui est l'achat d'habits de combat. Donc, il y aurait ici un emprunt aux habits de combat. Évidemment, on parle du service d'incendie ici. Là. Les habits de combat. On ne se montre pas de milice municipale. Là. C'est des habits de combat d'incendie. Et tel qu'il est prévu dans toute notre, vous savez, la stratégie à chaque année, d'année en année, il y a un renouvellement qu'on fait graduellement. Et donc, il y en aurait cette année 7, je crois, donc 7 habits plus certains équipements. C'est un montant de 19 500 $ qui sera pris à même le fonds de roulement de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus, Mme Lamy, Thérèse Lamy, appuyée de Gaston Duchesne? Donc, voilà. Maintenant, en voirie, hygiène du milieu en neuf, donc travaux de réparation du talus Côte de Pérou, paiement. Donc, ici, c'est un montant, je pense que c'est un montant supplémentaire des travaux qui ont été faits là-bas, hein, M. Bouchard? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a certaines exigences qui ont été ajoutées, puis compte tenu des contraintes qui étaient présentes sur le terrain, alors il y a eu de la membrane d'ajouter quelques adaptations. Alors, c'est au fond de roulement sur 3 ans, M. le maire, qu'on puiserait le 6 300 $. Les 6 337 $ supplémentaires, parce qu'il y a un montant total du contrat qui a dû être visé, là, qui était donc qui montait à 73 000, mais il y aura un surplus de 6 337 qu'on prendra à même le fonds de roulement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ghislain Boily, appuyé de Michel Fizette. Ça va?
en urbanisme, mise en valeur du territoire, programme Rénovation Québec, demande de bonification de l'enveloppe budgétaire. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est de reconduire pour l'année 2021-2022 donc des montants là, en fait, pour la ville, ce serait 58 000. Ça nous permet d'aller chercher 58 000 pour le gouvernement du Québec du côté de la SHQ. Ça donne un montant de 116 000 qui peut s'appliquer à un programme de rénovation, le programme de rénovation qu'on a pour différentes résidences. Il faut le distinguer de l'aspect patrimonial. Ici, on parle de résidences, de rénovation, entre autres, toute la question au niveau énergétique ou encore amélioration de différents aspects des résidences. Donc, on viendrait ici reporter ces argents-là pour l'année 2021-2022. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ça va? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michel Fizette, c'est appuyé de Luc Goudreau. Maintenant, en B, en 10B, l'autorisation de paiement de la subvention pour le 3 rue Fortin. Donc, dans le cadre de ce programme, du programme de subvention PRQ, ici, on aurait, suite à l'analyse, on aurait une autorisation de paiement. Le projet ici qu'on avait au niveau du 3 rue Fortin, c'était la réfection de la toiture en tôle, couleur galvalume, le remplacement des portes et des fenêtres homologuées Énergie Star, l'isolation du comble et des murs à l'étage, la reconstruction des galeries et du balcon latéral selon les normes. Donc, on voit ici, là, il y a différents aspects comme, par exemple, l'isolation et des choses de genre là, qui sont là. Et donc, ça a été reconnu et on nous recommande le paiement de la subvention, donc un montant de 12 000 là, qui serait versé dans le cadre de ces travaux-là. Madame Lamy le propose, c'est appuyé de Michel Fizette. Puis tout le monde, semble-t-il, tout le monde avait le pouce levé, puis ça va pour tout le monde. C'est unanime. C'était unanime, c'est le cas de le dire. Maintenant, demande en zone de permis en zone PIA, donc le 265 chemin de la Pointe. Je rappelle qu'en zone PIA, on en a fait, on a eu une séance extraordinaire la semaine dernière, lundi dernier, en fin d'avant-midi. Comme on fait maintenant, habituellement, on en a adopté presque une dizaine, si je me rappelle bien, là, de demandes de PIA qui étaient en séance, qui est publique, mais extraordinaire. Mais vous savez, depuis quelque temps, on fait des séances pour les PIA, l'objectif étant d'accélérer certaines demandes et d'alléger aussi tout le processus par rapport à ça. Donc, pour nous, là, c'est important. Mais là, on en a une ici. Donc, attendez un petit peu, là. Donc, c'est pour le 200, que je répète, 265 chemin de la Pointe. Oh oui, c'est le projet dont on parlait tantôt. C'est l'agrandissement de la résidence là-bas. Et la recommandation du CCU est positive dans ce cas-ci. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Gaston Duchesne, c'est appuyé de Luc Goudreau. Donc, voilà, et ça va là-dessus. Maintenant, on passe aux affaires nouvelles. En 1, campagne La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie et l'adhésion. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul viendrait adhérer à cette campagne-là. Qui vient, vous savez, l'UMQ, qui est lancé par l'Union des municipalités du Québec. L'idée étant, vous savez, au cours des derniers mois, des dernières semaines, déjà, ça arrivait, c'était des incidents isolés où il y a des élus qui étaient pris à partie, mais très sérieusement. Sur les médias sociaux, il y a même eu des gens qui ont même dû aller au niveau de la Sûreté du Québec et à bien des niveaux aussi, qui ont été pris à partie, des élus.
par des contribuables mécontents de toutes sortes de niveaux. Bon, la pandémie a comme ajouté à tout ça, puis toute la question, vous savez, de la gestion des médias sociaux, ce n'est pas si évident tout le temps. Et donc, nous, ce qu'on vient ici, c'est appuyer la campagne, là, qui est la démocratie dans le respect. En fait, il y a une résolution ici dont je peux peut-être lire certains attendus. C'est sûr, il y a une déclaration, je ne lirai pas toute la déclaration, mais je vais simplement lire les attendus de la résolution. C'est sûr que nous, on est peut-être moins touchés directement par ça, mais ça peut arriver n'importe quand. Et je pense que l'idée étant de dire les élus locaux ont un travail à faire qui n'est pas toujours facile, mais qu'ils le font, vous savez, je pense en toute bonne foi puis de la meilleure façon possible. Et parfois, là, c'est pas, je pense, c'est d'inviter les citoyens et citoyennes là, à respecter aussi, qu'on puisse se respecter entre nous. Là. Et donc, je vais vous lire certains attendus. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux, incluant évidemment ici, il y a le féminin et le masculin. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise du COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace, la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ces institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration ont adopté le 4 décembre une déclaration d'engagement, et là, je n'en ferai pas la lecture, ce serait peut-être long, mais en fait, cette déclaration-là vient, en fait, les attendus viennent résumer un peu là, les éléments de déclaration. Donc, la proposition, donc, c'est d'adhérer à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Et quand on parle, vous savez, là-dedans aussi, puis qu'une copie soit transmise à l'UMQ, mais quand on parle des sphères de la gouvernance, évidemment, on inclut aussi les fonctionnaires municipaux. Je pense que c'est important de le dire, là. L'ensemble des fonctionnaires qui font, je pense, vous savez, on est le pouvoir le plus près des citoyens et qui font un travail consciencieux, puis je pense qu'ils le font dans les meilleures conditions possibles. Et je pense qu'il faut, continuer d'être respectueux à ce niveau-là. Donc voilà, s'il y a une proposition pour adopter cette liste, Mme Thérèse Lamy, c'est appuyé de Ghislain Boily. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est beau pour tout le monde? Maintenant, la virée nordique de Charlevoix, donc c'est déjà en place. On a une demande de contribution. On le fait à chaque année depuis maintenant 3 ans. Et là, on irait pour 250 $ pour appuyer un événement. C'est un bel événement et je pense qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'engouement cette année autour de cette belle activité de plein air-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Michael Pilote, ça va appuyer de Michel Fizette. Québec Mégatrail, diverses autorisations et contributions. Donc, cette année, ils veulent partir de Baie-Saint-Paul, du secteur du quai à Baie-Saint-Paul, Boisé du quai. Donc, c'est en vélo. Et l'idée est de passer par la rue Sainte-Anne. Et donc, nous, on leur donnerait les autorisations requises pour pouvoir passer. Ils passeraient par Fafard puis ils iraient prendre un sentier pour monter donc dans le secteur de la Pointe là, et ils monteraient dans ces secteurs-là. Évidemment, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont prendre ils vont devoir demander des autorisations pour ça, mais c'est ce qu'ils sont à faire. Donc, nous, on irait pour une contribution de 5 000 $ et également leur donner les permissions pour circuler
dans la ville. La date, attendez un petit peu, c'est... la date. Monsieur le maire, le 2 juillet. Merci, M. Boily. 2 juillet, donc, pour la date de cet événement-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour notre contribution et en plus les permissions de circulation? Luc Goudreau. Appuyé de Gaston Duchesne. Ça va pour tout le monde? Maintenant, motion de félicitations, M. Réal Fortin. Je vais demander peut-être à M. Pilote de nous présenter ça. C'est son initiative là, de présenter ça au Conseil ce soir. Oui, donc ce soir, là, je peux vous la lire. C'est quand même pas très long. Là. Ça vise à souligner là, la carrière qu'a eu M. Réal Fortin, là, qui était un chauffeur de taxi là, bien connu ici à Baie-Saint-Paul. Donc, ça se lit comme suit. Considérant une carrière exceptionnelle de 58 ans comme conducteur de taxi sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, dont 44 années de partenariat avec le centre hospitalier de Baie-Saint-Paul. Considérant qu'il a travaillé 7 jours sur 7 pendant une grande partie de sa vie et que ses dernières vacances remontent à 25 ans, considérant que de nombreuses personnes sur notre territoire ont bénéficié des services de M. Fortin tout au long de sa carrière, considérant que son côté serviable, sa ponctualité, sa fiabilité ainsi que son service à la clientèle hors pair, considérant qu'il est de la responsabilité d'une ville de souligner la réussite et les exploits de son milieu, considérant l'importance de démontrer que nos aînés peuvent contribuer de manière significative à la société québécoise, je propose donc d'adresser des félicitations à M. Réal Fortin pour une carrière exceptionnelle et je lui souhaite également de profiter d'une belle et heureuse retraite. Donc, vous en faites la proposition, M. Pilote, c'est appuyé de Ghislain Boily. Ça va pour tout le monde là-dessus? Voilà, merci bien. Maintenant, on irait maintenant avec la correspondance, c'est un dépôt, mais il peut y avoir des commentaires, des questions particulières. Ça va, on en a eu déjà, auxquelles on a répondu, mais si il y en a d'autres, allez-y, ça va. Et maintenant, la lecture des comptes, 25 000 et plus, donc, et le dépôt des autres comptes, puis pour l'adoption, M. Bouchard-Martin. Oui, alors, d'abord, dans le fonds d'administration, on a un déboursé de 48 645,93 $. Ça, c'est appelé G-Solutions. En fait, ça a tout lien avec notre contrat de maintenance et de soutien informatique qu'on a avec notre système comptable et autres applications. On a un déboursé aux entreprises du Jacques-Dufour et fils de 108 392,65 $. Ça a lien avec notre contrat de déneigement, donc le deuxième paiement de 6 versements. Alain Mercier de Charlevoix, un paiement de 528 495,50 $. Ça, c'est pour nos codes-parts 2021. À la SPCA Charlevoix, en lien avec notre entente de service, on le sait, on a une contribution de 5 $ par habitant, donc un déboursé total de 36 085 $ qui est à faire. Et dans les 25 000 et plus, on a le centre de gestion du complexe PFM à qui on verse le premier versement de l'aide qui sera octroyé au cours de l'année, donc un déboursé de 471 000 $. Ça représente 60 % du montant qu'on avait prévu au budget pour eux. Alors, quand on additionne ces sommes aux 25 000 $ et moins, on totalise pour le fonds d'administration 1 464 993,87 $. Si on va voir maintenant du côté du fonds d'investissement, on a un premier déboursé Turcotte 1989 Inc. Au montant de 35 341,67 $. En fait, c'est la libération d'une retenue pour des travaux en lien avec nos stations. Il y a un paiement de 191 278,16 $ pour et en lien à notre achat de camions diesel là, au service des travaux publics. Alors, c'est versé à Camions Globocam Québec et Lévis. On a aux entreprises du Jacques-Dufour pour des travaux, une part des travaux réalisés dans Saint-Laurent, un paiement de 426 350,90 $. À Unibec, ça a lien avec le projet qu'on a de biomasse, un paiement de 319 950,50 $.
donc pour la chaufferie dans le secteur de la maison mère. On a à Construction Saint-Gelais pour la réparation des talus Côte de Pérou, un déboursé de 67 070,67 $. Et aussi à Arpo Groupe Conseil pour l'accompagnement en génie civil qu'ils nous font dans différents projets. Là, on a un paiement de 27 161,42 $. Il y a finalement à FNX Innove pour des travaux, en fait, c'est des services de laboratoire, un paiement de 32 373,68 $. Alors, quand on les additionne aux 25 000 $ et moins, on totalisait pour le FDI 1 209 990,84 $. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Encore là, je rappelle qu'on a pu poser certaines questions auxquelles on a pu répondre aussi en séance d'études. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. M. Fizette, appuyé de M. Duchesne. Maintenant, on serait à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur le maire, permettez, est-ce que je peux casser la glace? Ah, bien sûr, allez-y. Je casse la glace et en vous donnant mon opinion, puis également aussi par rapport à la décision de ce soir là, en D6 pour la fameuse maison mère. C'est un cheminement personnel que j'ai fait depuis, parce que à cette séance que vous avez pris la décision, j'étais présent dans la salle comme citoyen. Je connaissais personnellement et professionnellement les gens du conseil à cette date. Et leur argumentaire était tout à fait pertinent, sensé et vraiment pensé. Mais quand on entend ça comme citoyen, c'est la consternation, le choc, une espèce de stupéfaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je n'aurais pas voulu être à leur place, mais je savais que tous et toutes avaient pensé et sous-pesé les décisions collectives sous toutes ses formes. Le 8 novembre 2017, quand j'ai décidé d'embarquer dans le conseil, cette décision devenait un peu la mienne. Puis je ne vous mens pas, quand j'ai fait ma campagne électorale sur tous mes citoyens en termes de district, je ne vous mens pas que j'en ai vu et que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais ça, je vous dirais que j'ai fait fi un peu de tout ça pour être le plus possible objectif. Mais mon argumentaire auprès des gens de mon district était en fonction d'un espoir de pouvoir ramener cette entité à une rentabilité certaine, mais le temps pour atteindre cette rentabilité était tout à fait incertaine, voire même à aiguiser notre patience. Mais la vie étant ce qu'elle est, les affaires étant ce qu'elles sont, nous sommes rendus à un croisé de chemin qui fait que nous devons prendre ce genre de décision pour alléger le fardeau un peu fiscal, même potentiellement fiscal, de tous nos gens et de toutes les activités financières qui ont rapport avec la ville et les maisons mères. C'est un exemple un peu simpliste, c'est comme si je veux vendre ma maison. Je vais laver les vitres, commencer à faire des réparations, mettre même une tarte à la citrouille au four pour avoir le meilleur prix possible. Puis pour viser la rentabilité d'un édifice comme celle-là, on est rendu là. Je vous jure que nous avons fait pendant ces 3 ans et demi-là que j'étais au conseil des pieds et des mains pour réduire et rendre ça le plus positif possible pour que ce fardeau fiscal ne soit pas sur les épaules de nos gens. Maintenant, il faut profiter un peu des avantages, je dirais même de la manne qui nous arrive et qui est tout à fait louable pour chacun de nous. Ça devient un peu moins négatif et un peu plus coûteux pour tout notre monde. Les sous alloués à des réparations pour faire une meilleure organisation, c'est très louable. Mais par exemple, tant au niveau pour les partis politiques, pour la partie politique, que les administrateurs également au niveau du CA de maison mère. Pour terminer, en politique, on n'a pas le droit
de d'effacer une dette d'une ville en la donnant plus de dettes dans nos familles et à nos concitoyens. Mais pour terminer, pour avancer, ça prend du courage, de la conviction, de la ténacité et surtout des idées et des actions bonnes exprimées au bon moment. Voilà. Merci, M. Boily. C'est bon mot, effectivement. Puis moi, je pense que ça m'amène à dire que oui, le conseil municipal, je pense qu'on a travaillé, c'est pas évident, mais moi, je veux saluer le travail du CA de Maisons-Mères. C'est sûr, là, vous allez me dire, pas de saluer toi-même, mais moi, j'en fais partie, mais excluons les membres du conseil, ceux qui, tu sais, mais le conseil d'administration et les employés, il n'y en a quand même pas tant que ça de Maisons-Mères. Et vous savez, tantôt, je parlais des employés municipaux qui étaient proches des gens. Eux autres aussi, ils sont prêts, puis c'est quelque chose, c'est une grosse machine et il n'y a pas tant de monde que ça. Puis je pense qu'on ne salue pas souvent. Ils travaillent pour nous. Là, hein. Nous, on a mandaté cette corporation-là là, pour gérer ça en notre nom. Et je pense que ça mérite qu'on souligne ce travail-là. Et là, je sais que, mais on ne le fait pas souvent. Moi, là, vous m'amenez un peu à la réflexion là-dessus, puis à le dire ce soir, à souligner le travail de ces gens-là, parce que c'est quelque chose. Puis les résultats, au-delà de tout ce qu'on peut penser, là, les résultats, là, il y a beaucoup de résultats intéressants. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent qui sont intéressants aussi. Donc, ça mérite de le souligner. Merci. Maintenant, j'ai Madame Lamy, c'est ça? Oui, je vais enlever mes petites mains, là, ce ne sera pas long. Bon. Je vais poursuivre dans la foulée de Maisons-Mères, là, puis j'ai deux points, Monsieur le maire, que je veux, sur lesquels je veux intervenir ce soir. Mais si on parle d'historique, hein, en mai 2016, quand nous avons voté l'acquisition de Maisons-Mères, ceux qui sont là ce soir, Gaston Duchesne, Monsieur le maire et puis Luc Goudreau, et puis les autres peut-être qui nous écoutent, Monsieur Godreau, Olivier Simard, c'était une décision, je pense, difficile et courageuse. Et courageuse parce qu'il y avait beaucoup de défis et M. Boily l'a exprimé d'une certaine façon en disant qu'il a entendu toutes sortes de commentaires. On savait très bien que la population serait divisée. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous étaient reconnaissants qu'on le fasse parce que Maisons-Mères, c'est dans la trame historique et dans la continuité de l'histoire de Baie-Saint-Paul. Il ne faut jamais l'oublier, sans l'œuvre des petites franciscaines, Baie-Saint-Paul serait différente, certainement. En tout cas, ce serait autre chose. Mais elles ont marqué l'histoire et on ne peut pas l'ignorer. Et toutes les familles de Baie-Saint-Paul, parce que moi, ça m'a toujours frappé, que beaucoup de familles ici à Baie-Saint-Paul, on va voir les citoyens et nous disent ouais, ben, mon grand-père, mon père, ma mère, tout ça, ont travaillé pour les petites franciscaines. C'est donc inscrit aussi dans la vie économique. Les petites franciscaines ont fourni de l'emploi, des services à la population de Baie-Saint-Paul et l'ont aidé à croître. Rappelons-nous qu'elles ont fourni l'électricité à beaucoup de gens, etc. Alors, on avait un devoir, je pense, de continuité historique. C'était évident. Le patrimoine, ce n'est pas uniquement pour se promener et puis regarder puis dire, regardons ça, les belles pierres. Le patrimoine, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire et c'est la mémoire, en fait, d'une société. Ça, c'est la nôtre. Et il y avait aussi l'autre versant de la question, puis moi, je l'ai entendu aussi, comme M. Boily, les gens qui disaient, hey, là, vous autres, là, vous allez nous mettre dans le trou. Ça n'a pas d'allure, vous n'avez pas d'affaire à voter une chose comme ça, on va avoir des dettes, on n'arrivera jamais à faire vivre ce monstre-là. Et alors, l'histoire maintenant, grâce au travail acharné que plusieurs d'entre vous avaient signalé du CA et puis des employés et de tous ceux qui y ont cru, et ils sont encore là, et les membres du conseil y ont cru. Ça a été difficile.
au début parce qu'ils arrivaient avec beaucoup de questions très justifiées d'ailleurs. Je parle de la QV des conseillers de 2017, des questions très justifiées. Ils portaient, eux aussi, les interrogations des citoyens. Alors, on a fini par, à force de travail, arriver à relever ce défi-là. Et vous allez voir, moi je m'adresse à tous les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul, on avait voulu créer Maison Mère, on avait voulu acheter Maison Mère parce que non seulement pour la continuité historique, mais parce qu'on croyait que c'était un outil de développement économique pour la ville et les citoyens et les citoyennes de Baie-Saint-Paul. Et on y est. On n'est pas au bout encore, mais on y est. Et je pense que ça, c'est un travail remarquable. Puis les citoyens, je pense, quand vous allez regarder, vous allez venir à la séance d'information du 10 février, vous allez vous rendre compte que ce développement des affaires, que la mission de Maison Mère aussi au plan social, au plan du développement durable, au plan d'encourager aussi une jeunesse à s'engager, c'est là. Et ça va continuer. Alors ça, je pense que là, on n'a pas terminé notre travail, mais je pense qu'on a raison de croire, ce soir en tout cas, qu'on est vraiment sur la bonne voie et vous allez le voir plus en détail le 10 février. Ça, c'était mon intervention, monsieur le maire, pour Maison Mère. L'autre qui est plus triste, je pense, c'est qu'au Québec, on a atteint, en fin de semaine, les 10 000 morts suite à la pandémie. 10 000 morts, c'est un chiffre. Hein? C'est le plus gros chiffre au Canada. Dans ces 10 000 morts, il y a 92 % des gens décédés qui ont 70 ans et plus et 6 % qui ont 60 et 69 ans plus. Donc, ça fait 98 % de la population qui se loge chez les aînés et qui sont décédés. Et puis, dans ces décès-là, parce que c'est des statistiques, hein, mais au-delà des statistiques, il y a des gens qui sont morts seuls dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense qu'on ne peut pas l'oublier. Il y a des familles aussi qui sont touchées. Parents, grands-parents, petits-enfants, qui sont touchés par des décès qui ont été cruels et souvent qui auraient pu peut-être être évités. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter à ça un peu et avoir un moment de recueillement pour tout ce monde-là. Et d'autre part aussi, je pense qu'il faut se poser des questions. Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? Parce qu'au Québec, c'est la population aînée qui fréquente le plus les CHSLD et les résidences pour aînés par rapport au ratio de la population. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'on n'a pas... pourquoi on en est là? Parce qu'on n'a pas on n'a pas eu la volonté politique d'investir correctement depuis au moins 30 ans dans ces endroits-là. Parce qu'on n'a pas eu la volonté politique de mettre de l'argent pour qu'il y ait plus de soignants, qu'il y ait plus d'aide et puis qu'il y ait plus aussi d'aide à domicile. Mais est-ce que ça va changer? Parce que c'est ça la question, je pense qu'il faut se poser. Est-ce que ça va changer? Et pourquoi on en est là? Puis est-ce que ça va changer? Puis pour que ça change, il faut qu'on change une culture que nous avons au Québec. Une culture qui veut que les aînés, on les parque dans certains endroits et puis on les sort de la vie courante sociale. Et tant et aussi longtemps qu'on considérera que, puis on a une population vieillissante au Québec, puis on n'a pas fini hein, dans les statistiques, on est avec le Japon, la population la plus vieille au monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Moi, je pense qu'on a un changement de culture. Il ne suffit pas de dire j'apporte à ma mère ou à ma grand-mère une boîte de chocolat et puis des fleurs à Pâques et puis à Noël. Ce n'est pas ça la culture qu'il faut changer. La culture qu'il faut changer, c'est qu'il faut avoir, je pense, une solidarité intergénérationnelle. On doit s'occuper de nos enfants pour qu'ils aient des écoles et une formation adéquate pour se débrouiller dans la vie. On doit aussi laisser de la place pour ceux pour la plus jeune génération qui est innovante, qui a d'énergie
et qui est entreprenante, elle est partie prenante à la construction de cette solidarité intergénérationnelle. Puis on doit aussi laisser de la place aux aînés pour qu'ils puissent jouer un rôle. Ce soir, on honorait là, M. Fortin, là, qui, durant 55 ans, était un citoyen actif. Il ne faut pas croire que tous les aînés sont bons pour la chaise berçante. Et ce changement de culture-là, il faut aussi qu'on puisse permettre à toutes les générations de travailler ensemble à la qualité de vie de notre communauté. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut changer et c'est un défi qu'on est capable de relever. Et je pense que c'est un défi ici, particulièrement dans notre population qui est vieillissante, qui est un défi important. Ne pas mettre de côté aucune génération. Elles peuvent toutes jouer un rôle de façon différente. Et je pense que ce serait peut-être prendre en compte ce qui vient d'arriver aux 10 000 morts et plus. Là. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy, pour ces bons mots, effectivement. Et effectivement, nous ramener à ces défis-là, qui sont des défis importants, là, je pense, pour les prochaines années. J'avais Michael Pilote qui voudrait prendre la parole. Michael? Oui, j'ai 2 petits sujets. Donc, le premier, je vais faire quelques mots aussi là, sur le règlement d'emprunt de maison mère. Je m'inscris aussi là, dans cette visée-là. Je pense que c'est un projet qui est sérieux aussi, là, qui va nous permettre d'espérer de diminuer l'injection de fonds publics, l'importante injection de fonds publics annuellement. On sait que ce n'est pas toujours facile. On sait que oui, l'aventure maison mère, ça coûte cher. Fait que je pense que ce projet-là c'est un projet qui est ambitieux, mais qui va permettre à la Ville de diminuer son apport annuellement. Donc, même si on l'a analysé, ce projet-là, c'est sûr que ce projet-là, on l'a regardé de tous les sens. C'est des possibilités pour que la Ville diminue son apport financier annuellement. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que ce projet-là, vraiment, je pense que c'est un projet qui est porteur. C'est sûr qu'il y a des questions qui vont demeurer dans la population, mais comme ça a été présenté ce soir, là, je crois que mercredi, là, ça va être une soirée où bon nombre de questions vont pouvoir être répondues. Fait que j'invite aussi les gens là, à être là à la séance d'information. Si les gens sont toujours contre par la suite, ben, c'est leur droit d'être contre et de faire en démocratie, de signaler là, si ils ne sont pas en faveur de ce projet-là. Il y aura le registre, tout ça qui vous sera expliqué là, ultérieurement. Là, la signature, mais je pense, comme je le répète, là, que c'est quand même une bonne opportunité si on veut là, diminuer l'apport public annuellement, puisque le statu quo, comme M. Goudreau l'a mentionné, je ne pense pas que c'est une option qui est viable. De continuer là, à mettre ce montant-là annuellement, je crois qu'il n'y a pas personne qui est en cette faveur. Donc, ce projet-là va nous permettre là, de diminuer cela. En terminant, souvent, des fois, les gens là, interpellent les élus là, pour des requêtes, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça, mais je pense que c'est important aussi là, de souligner les bons coups. Et cette fin de semaine, là, la fête familiale qu'on a à l'habitude de faire, il y avait une fête familiale à Baie-Saint-Paul. L'an dernier, on avait, avec le comité famille, que je salue d'ailleurs aussi, là, on avait décidé de revamper un petit peu notre fête familiale. On avait refait la programmation. Il y avait eu plusieurs centaines de personnes qui étaient venues lors de cette journée-là. Cette année, avec le contexte pandémique et les mesures sanitaires qui sont en place, c'était impossible de tenir une fête familiale là, dans les circonstances de l'an dernier. Donc, il y a eu des activités qui pouvaient se dérouler à domicile et les feux d'artifice qui, je pense, ont été bien appréciés là, de tout le monde. De mon côté, je n'ai eu que des bons commentaires là, de plusieurs personnes là, partout à Baie-Saint-Paul qui ont pu en profiter. Donc, je pense que c'est important de le souligner lorsque la Ville fait des bons coups aussi et que les gens nous le mentionnent. Donc, je pense que ça, dans le futur, ça sera peut-être des activités là, qu'on devra regarder là, pour une poursuite parce que, surtout là, dans le contexte sanitaire où on est privé de nos familles, on est privé de nos amis, fait d'avoir eu un petit peu de bonheur cette soirée-là et d'avoir un petit spectacle là, de feux d'artifice dans le ciel, je pense que ça a été là, agréable pour tous ceux et celles là, qui ont pu les voir. Et oui, c'est bien de le souligner, effectivement, M. Pilote. Et effectivement, il y a eu le feu, mais il y a eu aussi, je pense, souligner le travail des employés de la Ville du service de loisirs là, qui travaillent fort à essayer d'imaginer des activités qui font qu'on peut réaliser des choses. Puis dans le cadre de cette activité-là, oui, il y avait le feu d'artifice, mais il y a eu de présenter aux gens des petites activités qu'on pouvait faire
familiale. Il y a eu toutes sortes de petites choses qui ont été imaginées, là, qui ont été pensées. Je pense que c'est tout à leur honneur là, d'avoir travaillé là-dessus. Donc, ça mérite d'être souligné. C'est bien de le faire. D'autres prises de parole? Vous levez votre main. Monsieur le maire, j'aimerais juste rajouter. Allez-y, M. Goudreau, oui. J'aurais juste rajouté un petit quelque chose par rapport à beaucoup de choses ont été dites sur Maison Mère ce soir. Mais on parle de développement économique, on parle de toutes sortes de choses par rapport aux Maisons Mères, mais moi, il y a un aspect que tous les jours, ça me touche. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, c'est une des raisons qu'on devrait se réjouir d'avoir fait l'acquisition de Maison Mère, c'est d'être capable d'aller marcher le chemin des Sœurs pour aller rejoindre le Boisé du Quai. Et à tous les jours, je le marche. Je vois les gens là, arriver là, de tout âge. De bonheur, c'est les plus jeunes avec les bébés, les carrosses. Un peu plus tard, c'est les personnes à la retraite. Pour moi, c'est quelque chose que je me dis, c'est comme si on s'était donné un gros parc. Parce que même l'été, tu as du monde qui arrive avec un pique-nique. Je pense que cet aspect-là de Maison Mère, on ne le revalorise pas assez. Mais moi, le gars, je suis content parce que j'en bénéficie tous les jours. Puis je ne suis pas tout seul. C'est un des commentaires qui revient souvent dans le chemin des Sœurs, c'est « Vous avez donc bien fait ». Si on ne l'avait pas fait, ça, on ne pourrait pas marcher dedans. On marcherait peut-être sur la rue Saint-Jean-Baptiste un peu plus. Sans vouloir éviter la rue Saint-Jean-Baptiste, là. Ouais. Mais c'est important de le souligner, mais c'est vrai qu'auparavant, quand les petites franciscaines étaient propriétaires, ils permettaient aux gens d'aller marcher. Il ne faut pas se le cacher, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui hésitaient aussi parce que c'était quand même privé, c'était chez elles et ils n'ont jamais, je pense qu'ils rencontraient des gens puis ils aimaient bien qu'on puisse y aller. Mais je pense que maintenant, c'est devenu un lieu public. Et effectivement, maintenant, c'est ouvert aux gens d'ici et d'ailleurs. Et ça permet c'est un endroit assez extraordinaire. Et c'est vrai, ça, qu'on l'oublie parfois d'avoir rendu ça public, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. D'autres commentaires? Monsieur Fizette. Oui, il s'est dit beaucoup de choses intéressantes et je veux ici revenir un petit peu sur Maison Mère, sur le projet sur lequel on s'est prononcé encore ce soir. Il y a beaucoup d'appréhension, puis il y a beaucoup d'inquiétudes, puis il y a souvent des inconforts qui sont manifestés de différentes manières, sur des tons des fois pas toujours cléments, mais c'est sûr que un tel projet, un projet de cette ampleur ne peut pas appeler des arrêtés au niveau du jugement sans prendre le temps d'aller chercher l'information. Cette rencontre du 10 février, ne la manquez pas parce que c'est un projet bien qu'ambitieux, il est quand même porteur, il est sur l'aspect, si on regarde uniquement sur l'aspect pécuniaire, ça vient resituer la municipalité là, dans un confort là, qui ne peut être vu autrement. Alors, vous savez, investir 5 $ pour aller chercher 10 $, c'est très intéressant. Ne rien faire avec Maison Mère au moment où on se parle, ça serait d'investir 10 $ pour aller sauver 5 $. Alors donc, c'est pourquoi il faut vraiment voir cette distinction-là. Puis moi, j'invite les gens à porter une attention toute particulière sur cette dimension-là. Il faut absolument... Il y en a des fois qui nous parlent, oui, mais ça vient rentrer en compétition avec le milieu parce que vous offrez l'hébergement pour des travailleurs. C'est pas vrai. Le milieu n'est pas organisé pour recevoir des travailleurs. Les vérifications ont été faites à l'endroit de certains fournisseurs de services. Puis évidemment, il y en a plusieurs qui pourraient offrir le service, mais pas pour l'année au complet, mais des périodes de l'année, ce qui ne convient pas là, aux besoins qui est ici exprimé. Alors donc, oui, prenons le temps de s'informer avant de se prononcer de manière ferme sur un sens ou un autre.
je pense que la rencontre de mercredi prochain va permettre ça. Je vous taquinais tout à l'heure, M. Fortin, M. le maire, quand vous disiez, c'est-tu 10 heures, 9 heures, 7 heures ou 7h30, là, 19 heures ou 19h30, c'est parce qu'à 19 heures, ce qui a été annoncé, en autant que je suis concerné, c'est qu'à 19 heures, ça commençait l'Assemblée, la réunion d'information, mais à 10h30, les gens pouvaient commencer à poser des questions en utilisant le Facebook. C'est ça que je mentionnais tout à l'heure. 7h30. 7h30, c'est ça. Oui, regarde, on... 7h30. Oui, non, c'est bien beau. Alors, moi, c'est ce que je voulais passer comme message, puis soyez, ça va passer à la TV, donc c'est accessible à beaucoup de monde. C'est sur Facebook pour d'autres qui ne peuvent pas accéder à la TV. Prenez le temps de bien penser, de bien analyser la situation avant de vous prononcer dans un sens ou dans un autre. Merci. C'est beau. Merci, M. Fizette. D'autres commentaires? Ça va? Sinon, moi, écoutez, il y a des questions du public. M. Bouchard, avions-nous des questions du public? Oui, M. le maire. Finalement, il y en a une qu'on avait oubliée ce matin, je pense. Là. Oui, une question qu'on a reçue de M. Claude Frappier. Je vais la lire. Ah oui, Qu'en est-il du projet d'érection d'une flèche monumentale soumis par Maître Marc Bellemare à notre ville? Le Conseil a-t-il pris connaissance de la vive opposition manifestée par plusieurs citoyens de la municipalité et va-t-il laisser tomber ce projet? Bien, écoutez, là, moi, ce que je peux répondre à ça, c'est qu'effectivement, le projet actuellement n'est plus sur la table, en tout cas, sûrement pas au Boisé-du-Quai et même pas à Baie-Saint-Paul, d'après les dernières nouvelles que j'ai. M. Bellemare, d'ailleurs, l'a déjà annoncé. Hein, il a dit qu'il cherche d'autres endroits où il peut installer l'œuvre. Et donc, ce ne sera pas à Baie-Saint-Paul. Par contre, il faut faire attention, c'est M. Frappier, je comprends, là, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté de l'opposition. Particulièrement sur l'endroit, ça je comprends. Sur la qualité de l'œuvre, ça mériterait qu'on en reparle. Et là, je ne m'embarque pas d'un débat. Je ne veux pas commencer ça. Et je trouve dommage, on a peut-être, la façon dont ça a été présenté aux gens, je pense, n'était peut-être pas la meilleure. Et ça a amené des commentaires. Je pense qu'on n'a pas pris assez de temps par rapport à la qualité de l'œuvre, la qualité de l'artiste, à ce qu'il voulait faire pour en discuter, parce que je pense qu'il faut faire attention à ça. Par contre, pour le site, et là, c'était plus, effectivement, il y avait des questionnements. Et pour le reste, ben, M. Bellemare, je pense qu'il l'a déjà dit, là, lui, sa version, là, en fait, les discussions qu'on a eues entre nous, c'était que lui voulait, en fait, prêter l'œuvre sur 25 ans. Nous, on aurait aimé mieux qu'on ait un don par rapport à ça. Et M. Bellemare, en fait, c'est l'explication qu'il donne. Puis au-delà de ça, on ne se le cachera pas que les différents commentaires l'ont atteint aussi. Et je pense que lui, pour protéger aussi l'œuvre et l'artiste également, là, je pense qu'il est en train de regarder d'autres alternatives. Donc, on en est là par rapport à ce projet-là. Madame Lamy. Est-ce que vous permettez un petit commentaire? Oui, c'est parce que sur la culture, hein, vous savez, l'œuvre d'art, qu'elle soit écrite, sculptée ou peinte, est par essence la proposition et la vision d'un artiste qui n'est pas nécessairement universelle. Ouais. Et ceci étant dit, ben, ça suppose que parfois, justement, ça suscite de la controverse. Souvenez-vous, tout le monde, là, de ce qui était inscrit au Grand Théâtre de Québec. Vous n'êtes pas écœurés de mourir dans le cave. Oui, c'est assez. Voilà. Oui, ça avait fait jaser à l'époque, ça. Oh, de ce cher Vaillancourt. Non, c'est Jordi Bonnet qui avait fait ça. C'est Jordi Bonnet qui est l'auteur de la murale au Grand Théâtre de Québec. Et les paroles sont de Claude Péloquin. Je le dis parce que c'est un poète que j'aime bien, Claude Péloquin. Donc voilà, excusez, là, je fais... OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, monsieur? Monsieur Pilote? Oui, bien, c'est sûr, là, je ne veux pas éterniser cette question-là, mais pendant, c'est sûr, là, bien que M. Bellemare a décidé là, de retirer l'œuvre en question,
pense qu'il n'y a pas personne ici non plus, là, à la table du conseil, là, qui a été insensible à ça. Il n'y a personne qui avait des œillères. On a vu aussi les commentaires qui ont été formulés sur la place publique, dans les différents médias, sur les médias sociaux. Et c'est sûr que tous ceux et celles qui sont ici à cette table en ont pris connaissance. Et je pense aussi que le conseil aussi là, a bel et bien vu qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour cette œuvre sur ce site-là. Mais par la suite, comme M. le maire l'a mentionné, à savoir s'il y avait un autre lieu propice à cela, ça n'a pas fait partie de nos discussions, mais ce qui était pour le quai, par exemple, là, je pense que c'est ça, l'acceptabilité sociale n'était pas au rendez-vous pour cela. Oui, puis c'est important, c'est bon de le dire. Puis ce que je veux ajouter, c'est que c'était le choix aussi de l'artiste et du donateur de l'installer là-bas. Et que d'autres lieux ont été discutés, mais pour eux, ce n'était pas des lieux intéressants. Donc, nous, on était face à une situation là, où c'était difficile de pouvoir continuer parce que pour eux, c'était le lieu où devait être installée cette œuvre-là. Voilà. Il n'y avait pas d'autres. Ça va pour les commentaires là-dessus? Il n'y avait pas d'autres questions, M. Bouchard? Non, M. le maire. Donc, on compléterait là-dessus. Il me reste à vous souhaiter une belle fin de soirée à tout le monde, à vous dire à la prochaine et je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Goudreau, Fisiette appuie. OK. La levée de l'Assemblée. Donc,